nouvelle plateforme de protection des lanceurs d'alerte que j'ai lancée en Afrique, vous avez peut-être entendu parler. Et donc, faire cohabiter mes engagements pour vous, d'une certaine façon, faire tourner la boutique, plusieurs boutiques en même temps, c'est parfois très acrobate. Donc c'est pour ça que à niveau, j'ai forcé le micro pour prendre la parole, parce que j'ai plein de rendez-vous téléphoniques après, mais je répondrai évidemment aux questions que certains d'entre vous voudront bien me poser. La première idée qu'il faut partager avec vous, c'est que cette aventure BMA, il y a 15 ans, personne n'aurait misé 1 euro ou 1 franc CFA dessus. Il faut avoir à l'esprit le temps long. Avoir à l'esprit le temps long, ça ne veut pas dire se résigner à des temporalités qui s'étirent excessivement. Mais en 2007, quand j'ai proposé aux équipes de Sherpa de déposer une plainte sur la base du rapport qui avait été diffusé fin 2006 par le Comité catholique contre la faim, à l'époque, personne n'a misé un copec sur le fait que ça allait marcher. Donc il faut avoir ça en tête. Alors je comprends les impatiences. Ça ne va jamais assez vite. On aimerait que ça aille plus vite. Mais à l'époque, personne n'aurait imaginé que ça allait marcher. Personne. Et personne n'aurait imaginé qu'il y a 1 an, le 27 octobre 2017, Théodoro Obiang a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour des faits qui sont assez similaires à ceux qui sont reprochés au plan Sassou Nguesso, avec une amende considérable, avec une confiscation provisoire, puisqu'il a fait appel pour des montants de 150 millions d'euros, supérieurs aux montants qui ont été la base de la transaction qu'il a passée avec l'administration américaine, qui était plutôt de l'ordre de 35 millions de dollars. Donc, dire que les choses ont été trop lentes, je défends ici personne, ni les juges, ni la France, ni les politiques français. Je dis qu'il faut garder un peu d'objectivité. C'est un pas à l'échelon de l'histoire et de l'histoire judiciaire considérable qui a été accompli. Je suis fier d'avoir eu cette idée stupide de mettre en œuvre une procédure BMA. Je dis stupide dans une forme d'auto-ironie, bien sûr. Mais l'autre jour, je prenais un taxi, le chauffeur de taxi s'est arrêté au feu rouge, je me dis, mais vous êtes même Bourdon. C'est vous qui avez lancé l'aventure BMA. Il était tout ému, adorable, je lui ai donné la carte, c'est un jeune étudiant en droit, etc. Donc, c'est vrai que partout où je vais en Afrique, j'ai ces encouragements, ces remerciements d'avoir eu cette idée et de l'avoir menée en œuvre. Il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut aussi ne pas se résigner, ne pas capituler. Car ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que tout ça, ça a été très très compliqué. Il a fallu des lanceurs d'alerte, il a fallu des insiders, il a fallu quelques journalistes d'investigation, il a fallu avoir le soutien d'un certain nombre de médias qui au début étaient extrêmement sceptiques. Il a fallu batailler sous l'ère Sarkozy, qui a tout fait par l'intermédiaire des courroies de transmission très, très, très serrées. Chacun sait qu'il avait avec le pouvoir judiciaire, qui a tout fait pour, et Benjamin le sait bien, qui a tout fait pour que la procédure soit interrompue. Et tous ces chefs d'État s'assouent, ont cessé d'appeler la France en disant mais qui c'est ce dingue de Bourdon, qui c'est cette association d'activistes complètement fanatiques qui les emmerdent. Il faut arrêter tout ça. Et donc, quand le doyen des juges d'instruction, en 2009, contre l'avis du procureur, prend une décision qui déclare recevable Transparency International, ça fait un coup de tonnerre. Ça fait un coup de tonnerre après que la première enquête que j'avais ouverte, que j'avais provoquée en 2007, cette première enquête, vous vous souvenez, en 2007, avait déjà révélé ce parc automobile absolument invraisemblable, des copies de chèques qui avaient été saisies. D'ailleurs, les copies de chèques avaient été présentées à France 24, qui avaient été commentées à RFI. Déjà, ça avait provoqué des séismes, des secousses, des colères. Et puis, le parquet de Paris avait considéré que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. C'était juste une énorme blague. Car les infractions, elles se voyaient là comme le nez au milieu de la figure. Donc c'était une décision politique sous Sarkozy. Et on a évidemment dénoncé comme une décision politique. Et ensuite, il y a eu cet appel contre la décision du doyen du juge d'instruction, je vais vite.
où j'ai perdu, et où la Chambre d'instruction a rendu une décision totalement scandaleuse. Fort heureusement, il y a eu cet arrêt historique le 4 novembre 2010, l'arrêt des PMA, et qui dit que Transparency International était recevable à mettre au mouvement d'action publique. Alors je précise que c'est Sherpa qui est à l'origine de tout ça. Et à l'époque, la loi ne permettait pas à Sherpa de se constituer partie civile. Je peux rentrer dans le détail. Mais il fallait, pour se constituer partie civile, une association qui ait une certaine antériorité, des années d'engagement citoyen, public, professionnel. Et Sherpa ne pouvait pas justifier de cette intensité d'engagement dans la vie publique. Donc c'est Transparency qui a pris le relais. Sherpa est toujours resté particulièrement de cette histoire. Et donc 2 juges d'instruction ont été désignés. L'histoire de Théodore Obiang, elle est maintenant à mi-chemin, elle est au milieu du guet. L'année prochaine, il y aura un procès bis. Le fils de Théodore Obiang va être dans l'excès de confiance, mais vraisemblablement sera condamné. La procédure que son père et la Guinée équatoriale ont initiée devant la Cour internationale de justice, à 2 heures de train, 3 heures de train à La Haye, a priori devrait faire chou blanc. Et dans cette histoire, ils ont tout essayé. Comme les avocats du clan Sassou Nguesso ont tout essayé. Nullité de procédure, irrecevabilité, transparence, immunité, tout. J'ai dit, quand j'ai plaidé contre Théodore Obiang, que ces avocats pourraient écrire un guide pour le clan Sassou Nguesso de toutes les manœuvres les plus dilatoires, les plus insensées que l'on peut imaginer pour essayer de tenter de paralyser, d'étirer, de ruiner un travail. Bien. Donc, je répète ça, c'est très important de garder ça en tête. À l'échelon de l'histoire, ce qui s'est passé déjà en Palestine. Et ça, effrité le mur de l'impunité, et ça a cassé une logique de résignation, de fatalisme, qui n'est pas simplement africaine, qui est mondiale, parce que ce mouvement, il est aussi mondial. Cette insurrection citoyenne, elle est universelle. Vous voyez ce qui se passe au Brésil, vous voyez ce qui se passe en Corée du Sud, vous voyez ce qui se passe en Roumanie, cette exaspération devant le fait que ceux qui devraient protéger l'intérêt général, et qui pour ça d'ailleurs occupent des fonctions de responsabilité très élevées, le détournent pour leur intérêt privé, c'est une colère qui est une colère mondiale. Elle est évidemment encore plus dramatique en Afrique, parce que les effets ils sont encore plus massivement tragiques pour les services publics, pour les biens publics, pour les enfants, pour la santé, ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, je ne veux pas être trop long, mais je fais une petite nuance par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas dans le même sac tous les hommes politiques que vous avez présentés. Non pas que j'ai une particulière sympathie pour tel ou tel, mais c'est le seul pays où le procédure d'Amalaki a été ouverte et a connu pour l'instant un épilogue judiciaire provisoire, c'est la France. C'est la France. Et c'est pas à Londres que cette procédure a été possible, alors qu'à Londres, l'argent sale pue partout dans les districts où les grands kleptocrates africains font les mêmes acquisitions. C'est pas en Espagne non plus, c'est pas en Belgique non plus, donc c'est en France. Et cette procédure a été rendue possible pas par amour des procédures d'Amalaki de tel ou tel acteur politique, mais elle a été rendue possible par l'obstination de Sherpa, par votre obstination à vous, par votre concours, par le travail des juges d'instruction, et par le fait que quand François Hollande a été élu en 2012, c'est pas d'accord sur tout ce qu'a fait François Hollande, mais il n'empêche que l'institution judiciaire a été respectée dans son indépendance, de façon complète. Et c'est ce qui a fait aussi que la procédure n'a pas subi comme ça ces petits coups de canif. Il faut le dire. Et le dire, c'est pas bénir tel ou tel acteur politique ou considérer que la France ne devrait pas, devant l'histoire, rendre des comptes de la complaisance et du silence coupable avec lequel elle a accueilli toutes ces acquisitions. Il faut dire des choses avec nuance. Donc, fin du fatalisme, fin de la résignation. Et chaque fois que je participe dans des conférences en Afrique, il y a cette aventure d'Amalaki était comme une espèce de boîte à outils, de boîte à idées, qu'un certain nombre d'acteurs de la société civile africaine et ailleurs se sont appropriés, voudraient s'approprier, avec cette idée que, effectivement, un jour ou l'autre, tous ces kleptocrates et ces dirigeants pourront
de gré ou de force, être redevable du pillage et du mépris qui caractérise du bien public et de l'intérêt général de la population. Alors maintenant, il y a des raisons, évidemment, il y a des raisons d'être impatient. Je ne peux pas vous révéler tout ce que je sais sur l'état de la procédure s'agissant de Sassou Nguesso. Je sais que vous en rêvez, mais je ne vais pas le faire. Mais je ne vais pas le faire. Il y a plusieurs membres de la famille qui ont été mis à l'examen. Vous le savez. Il y a des saisies importantes qui ont été opérées. Il y a des opérations et des investigations en cours, là, en ce moment, des semaines et des mois qui viennent. Donc, rendez-vous dans quelques mois. Ou plus tard en janvier. Rendez-vous dans quelques mois. Il y a des opérations en cours. Et pour l'instant, tous les recours qui ont été tentés par les avocats du clan Sassou ont tous échoué. Et l'avocat du clan Sassou, maître Jean-Marie Viana, que je connais bien, un bon garçon, Jean-Marie Viana a différé, a dit que ses clients ne pouvaient pas répondre aux convocations des juges d'instruction. C'était il y a quelques mois. Et c'est public, puisque c'est sorti dans la lettre du continent. Pas de mon fait, vous imaginez bien. Mais ce qui est public, c'est que l'explication qui a été donnée par Jean-Marie Viana, c'est qu'ils n'ont pas pu déférer la convocation du juge d'instruction pour des problèmes de transport. Alors évidemment, c'est une blague absolue. Donc, il y a aussi une forme de mépris pour l'institution judiciaire française à se comporter comme ça. On ne peut pas les servir. Le temps joue contre eux. Le temps est votre ami, le temps est notre allié. Parce que ce qui a permis aussi, il ne faut pas l'oublier, cette accélération des investigations bien mal acquis, c'est que pendant ce temps-là, le monde a changé. Et qu'un certain nombre de dirigeants les plus puissants de la planète, sous la pression des ONG, vous et d'autres, mais aussi parce qu'il y avait une crise des finances publiques, se sont rendus compte que chercher l'argent sale, traquer les paradis fiscaux, c'était pas simplement une obligation éthique, c'était pas simplement répondre à l'exigence des ONG, mais que c'était aussi l'intérêt des finances publiques de chacun des pays. Et donc, il y a un certain nombre de paradis fiscaux qui se sont ouverts. Et le clan Sassou, qui avait mis plein d'argent dans un certain nombre de comptes offshore et pensait que ces comptes allaient être éternellement à l'abri, se sont ouverts. Et donc, les juges ont pu tirer toute une série de fils qui ont permis de tracer ce qui est au cœur de l'aventure du bien acquis, c'est-à-dire ces biens n'ont pas été acquis au loto, au casino, ou par une vieille tante américaine qui avait laissé un héritage magnifique, ou par les salaires de ces différents voyous. Non, ils ont été acquis tout simplement par des moyens frauduleux. Donc, il y aura un procès du clan Sassou Nguesso. Bien sûr, il y aura un procès. Alors quand, j'aimerais bien à votre boule de cristal, mais en tout cas pas l'année prochaine, mais on peut penser que la procédure Sassou Nguesso, d'abord, n'est pas finie. On peut penser qu'il y a d'autres personnes qui vont être mises en examen. Et on peut penser que le procès pourrait se tenir, par exemple, en 2020. Je ne fais pas d'effet d'annonce ici, donc ne dites pas sur les réseaux sociaux. Bourdon a dit que le procès se tiendrait en 2020. On pourrait penser qu'il pourrait se tenir en 2020. Voilà. Et je suis sûr que vous serez nombreux dans la salle d'audience. Alors, attends, je termine. J'allais vous dire, ne t'inquiète pas, j'ai vu dans tes pensées. Et donc, juste deux mots encore. Un mot important. La France. Est-ce qu'il y a des acteurs français qui devraient rendre des comptes des conditions dans lesquelles ils ont accueilli tout ce patrimoine mobilier ou le mobilier? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des professionnels français qui soient mis en examen à un moment ou à un autre et qui soient en même temps dans le box, c'est une image de box, avec le clan Sassou Nguesso qui évidemment restera à Brazzaville? La réponse est oui. Attendez, la réponse est oui. Le mandat de dépôt, c'est pas moi, madame. Moi, je suis avocat et c'est le juge qui prendra sa décision. Moi, je ne prends pas les décisions. J'essaie de faire en sorte, et c'est déjà un gros fardeau sur mes épaules, de faire en sorte que le procès soit possible. On peut penser que les professionnels du droit ou du chiffre, les banquiers, qui, contre de belles rémunérations, ont fermé les yeux sur ces grands flots d'argent sale, devront répondre de leurs actes. Je le souhaite, en tout cas, je m'y emploie.
Sadio qui s'impatiente comme d'habitude, je réponds à sa question. Donc, je vais y répondre. Une fois qu'un verdict définitif est prononcé contre ces gens qui feront appel, qui vont accuser, qui vont recours, et prononce par exemple, comme dans le cas de Théodore Obiang, la confiscation pour 100, 200, 300, 400 millions d'euros. Que faire de cet argent? Où doit-il? Alors je vous donne quelques éléments de réponse. Il y a un principe fondamental pour lequel Sherpa se bat, avec Transparence internationale, qui est au cœur de la Convention de Mérida, de la grande Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est la restitution. Saisir, poursuivre, condamner, confisquer, restituer. Mais restituer, pas aux délinquants. Restituer, c'est comme si on arrêtait le braqueur à la sortie de la banque, on lui dit, oh, pardon, on vous a saisi l'argent du hold-up, on vous le rend. Donc, c'est pas possible. Donc, la restitution, elle est possible quand les pays proposent un minimum de garantie du fait qu'ils respectent l'intérêt général. Donc, c'est possible en fait. Le peuple tunisien, et tout n'est pas parfait en Tunisie, vous savez, il y a une crise actuellement lourde, mais en Tunisie, il y a eu des restitutions. Il y a eu des restitutions en Égypte. Qui est juge du fait qu'on peut ou qu'on ne doit pas restituer? Pour l'instant, le droit ne dit rien. Il y a un plan sur le plan juridique. Et donc, je suis en mesure de vous indiquer qu'il y a une proposition qui va être portée par un sénateur qui s'appelle le sénateur Sueur, que je connais bien. Et cette proposition, elle s'inspire d'une expérience, de loin d'une expérience suisse. En Suisse, il y a eu une première, c'est-à-dire que quand il a fallu restituer des fonds qui avaient été piqués aux dictateurs kazakhs, on ne les a pas renvoyés au Kazakhstan, parce que sinon c'est un circuit fermé. On les a renvoyés avec un soutien et un contrôle d'une banque internationale et une supervision de l'ONG. On les a renvoyés à des grandes associations qui s'occupaient d'orphelins ou d'enfants en danger kazakhs. Donc l'idée, c'est qu'il faut sécuriser le fait que ces avoirs servent l'intérêt public, servent l'intérêt des populations. Donc il y a des propositions qui sont sur la table. Il y a une agence en France, vous savez que l'agence qui gère et bien saisie. Alors évidemment, cette agence, la voilà maintenant en train de gérer des biens auxquels elle ne s'attendait pas. Elle gérait plutôt les Alfa Romeo et les bracelets qu'on piquait chez les grands banditistes, les grands narcotrafiquants. Enfin, tout le monde se retrouve ici en bonne compagnie. Mais maintenant, elle doit gérer des fonds supposés devoir revenir au peuple d'origine qui en ont été appauvris. Il n'y a pas de réponse juridique pour l'instant, se donner ni par le droit français, ni par le droit international. Il n'y en a pas. Si demain il y avait une demande de requête, si demain par exemple, les avocats de Brazzaville disaient, s'adressaient au juge français en disant, mais vous avez saisi, la victime c'est l'État. On en veut la restitution. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'y pas? Ils sont suffisamment cyniques ou arrogants pour le faire. Et moi j'aimerais bien qu'ils essayent de le faire. Parce que ça provoquait un vrai débat public et qui permettrait peut-être définitivement de la ridiculiser. Parce qu'évidemment, sans excès de confiance, on peut penser que le juge renoncerait et refuserait toute restitution à un État au sein duquel, au cœur duquel se trouve le clan qui est précisément mis en examen. C'est impossible. Donc il y a toute une série d'arguments juridiques qui font penser que ça serait impossible. Et que donc il faut imaginer un jour qu'il y ait une institution, ça peut être l'agence française qui gère les avoirs criminels, mais peut-être sous une supervision internationale, peut-être avec un contrôle des grandes ONG internationales, et qui au cas par cas disent, là on peut le faire et là on ne peut pas le faire. Si demain la charia revient en Libye, et qu'elle est appliquée de façon la plus immonde qui soit, est-ce qu'il faudra rendre l'argent à la Libye? C'est une question qui sont sur le plan moral, éthique, politique et complexe. Il faut donc des grandes consciences et des grandes compétences unies pour déterminer
le seuil à partir duquel, le seuil de bonne présentation démocratique, le seuil de bonne gouvernance présumée, qui rend possible le fait de prendre l'argent ou pas. C'est pas ce soir qu'on va utiliser ce sujet, c'est un sujet d'une grande complexité, dans tous les cas. Voilà, je termine sur ces mots. Je n'ai pas fait tout ce boulot depuis 10 ans pour laisser filer le fric à l'équipe, ça saute. Donc je vais rester très vigilant. Voilà, merci. Oui, il y a d'abord Germain, Marcel Abignan qui s'était prononcé, Mbaou, Herman Yoka, Alexis Passy, et Herman est parti, et Charles Madédé. Voilà, en attendant aussi à vos co-conférenciers, Armando, Lionel Passy, Ba, Youlou, que vous êtes venu bousculer, vous venez au dernier moment pour prendre sa place. D'accord, lui, et puis Magloire Dova, le ministre congolais. Oui, jamais c'est son jumeau, mais vraiment tout le monde. Il y a l'un qui est. Voilà. Donc, on commence par ce que j'ai précédemment cité, c'est d'abord Marcel, et puis. Je prends la parole pour remercier les intervenants qui tous, pour la plupart, ont essayé d'être pertinents dans le domaine de l'image. Et donc, de ce point de vue, il faut les féliciter. Mon propos s'adresse plus particulièrement à Maître Bourdon, pour la seule et simple raison que Maître Bourdon est français. Moi qui suis venu en France en 1976, venu dans ce pays étudier, j'ai connu l'élite française, certaines fortes âmes françaises, notamment Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Michel Foucault, à la pointe du débat dans la défense des peuples qui souffrent. Maître Bourdon a pris la partie, depuis un bon bout de temps qu'on veut faire, la cause congolaise. Et ça, nous tenons ici à lui en féliciter. C'est un grand honneur. Partant de ce point de vue-là, Daniel Rando, écrivain français, lors de son homélie à Denis Hallyday, disait que la France s'est détournée de ses grands génies. La France s'est détournée de ses grands hommes qui ont fait la grandeur et l'honneur de la France. Fabrice Adjad, philosophe français, dans son livre Résurrection, parle de Brazzaville comme capitale où est partie la résurrection de la France. Une fois de plus, c'est pour dire que nos amis français, ce n'est pas tellement toute la France qu'il faut incriminer, mais il y a des Français de l'époque qui ont aidé l'Afrique et Maître Bourdon aujourd'hui en témoigne. Et donc, nous devons faire un effort pour demander à tous les républicains, démocrates français, du monde entier, d'être derrière les peuples africains qui souffrent, notamment l'Afrique centrale. Ça, c'est le premier point que je tenais effectivement à mettre à l'actif de Maître Bourdon. Et en ce moment-là, pour enchaîner sur ce que nous avons, nous, aux assises, donné comme contribution, la tribune, que tout le monde a lu. Et dans cette tribune, nous révélons que les dictateurs se nourrissent de l'appui de l'extérieur et de l'appui de l'intérieur. L'appui de l'extérieur, c'est la France-Afrique, vous l'avez suivi. Notre ami, le frère d'Abonné. Non, je voulais seulement souligner. Je voulais seulement souligner ce que le frère d'Abonné a dit. De la justice et que je tenais aussi à relever. Il a dit quelque chose de très important qu'il faut souligner. Il a dit dans sa conclusion le chaos éthique et le chaos démocratique. Le chaos éthique, c'est le problème fondamental de l'Afrique et de nous les Africains. Le chaos éthique, c'est-à-dire que le fait d'être poreuse, fragile, dans la non-élévation des malades. Et M. Bourdon concluant, et je le conclue avec lui d'ailleurs, pour dire qu'il faut des grandes consciences pour que effectivement cette Afrique change. Si on n'arrive pas là, et le chaos éthique et le chaos démocratique précédent, et nous avons effectivement tourné en rond. Merci.
Veuillez nous excuser. En fait, il s'agit de la question de la séquence question à mettre Bourdon. Vraiment, il faut être le On veut bien que vous puissiez développer, mais s'il vous plaît, posez des questions. Des courtes questions pour qu'on évite qu'il y ait le maximum de questions auxquelles on puisse répondre. Merci. Sur cette question à Maître Bourdon, merci d'être là. Je souhaiterais savoir quelle est la nature de la collaboration que vous avez avec d'autres entités qui investiguent, qui vous apportent un certain nombre d'informations, et en êtes-vous satisfait? Je remercie Maître Bourdon d'avoir initié cette activité des biens mal acquis, la poursuite et la condamnation. Vous avez fait naître un bébé qui aujourd'hui est devenu un adulte parce que vous êtes arrivé à amener les biens mal acquis devant la justice française. Ma question, c'est une interpellation sur l'agence française des biens issus, qui gère des biens issus de la grande corruption, l'agence que vous avez citée. Ma curiosité, c'est de constater que cette agence gère en même temps des biens issus de la drogue. Et on sait que ces biens-là, quels sont leurs issues. Généralement, ils sont revendus et l'argent qui est récolté est versé dans le budget de l'État. Alors, les biens mal acquis, qui sont des biens qu'on a extorqués des peuples opprimés et qui arrivent en France, je ne comprends pas comment ces mêmes biens, une fois vendus, puissent encore financer le budget de l'État français. Merci. À mon avis, à mon avis, votre combat, si vous ne le continuez pas, pour que ces biens mal acquis puissent profiter un jour au peuple opprimé, je pense que vous aurez mis en place un outil pour servir le grand banditisme, la grande corruption à l'échelle où certains pays développés profitent de ces biens-là. Nous savons ce qui s'est passé en Suisse pour les comptes des dictateurs, etc. Donc moi, je veux que vous nous donnez, un engagement, que vous nous donnez un engagement pour aller plus loin dans ce combat, pour que ces biens profitent aux peuples opprimés. Voilà, le général Mao. Voilà, donc il y a une dame qui est la préséance là-haut. Je voulais savoir si vous comptiez vous attaquer aussi aux autres pays, parce qu'il y en a 3 qui sont cités, et c'est vrai que dans le débat de la journée, on a cité les autres pays, par exemple le Mali, il y a le Tchad certainement, qui doit avoir aussi des biens mal acquis. Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir attaquer X fronts et suite aux enquêtes que vous faites, est-ce que vous apercevez qu'il y a une diminution d'achat de biens ici en France? Parce que ça ne devient plus une terre d'asile propice à des achats discrets. Est-ce qu'on s'aperçoit que finalement les achats en France ne se font plus? D'accord. Maître Mbaou, Ferdinand Loubello, pour la première tranche, il souhaite... Moi, je n'ai pas de questions à poser. Vous avez demandé de parler. Si je peux parler, vous pouvez me poser. Bon, d'accord. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi d'être venu en retard. Je remercie tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Et je n'ai qu'une seule question à poser. Est-ce qu'à l'issue de cette réunion, Maître Bourdon et tous ceux qui sont intervenus, est-ce qu'un document sera déposé à qui de droit pour leur dire que les Congolais se sont remis ici pour les biens mal acquis? Est-ce qu'un document, soit une lettre, sera déposé à qui de droit, tel que au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, pour toujours, comme on dit, appuyer sur l'accélérateur? Car nous sommes toujours en train de rouler, mais il faut toujours penser à accélérer pour que les choses avancent.
car le peuple congolais attend toujours la suite de ça. Maître Bourdon, continuez son combat jusqu'au bout, car vous en êtes le porteur, n'abandonnez pas votre bébé. C'est juste à mort. Merci. Non, la parole est On va répondre à Maître Bourdin. Pour l'instant, on arrête d'abord les questions. Maître Bourdin va répondre. Bourdon, excusez-moi, Maître Bourdon va répondre, et puis après on va suivre. Par contre, j'attire votre attention sur le paramètre temps, restriction de temps, s'il vous plaît. Parce qu'il y a encore Maître Yulu qui va intervenir. Merci. Alors, merci pour toutes ces questions. Je vais y répondre les deux côtés. Alors, la collaboration avec d'autres entités, évidemment que cette dynamique judiciaire n'est possible que parce qu'il y a une grande énergie collaborative. Donc, bien sûr qu'il y a une mutualisation des informations, bien sûr qu'il y a eu des opposants qui nous ont donné des informations, parfois on a reçu des courriers anonymes, des journalistes d'investigation de différents pays américains, anglais, des ONG. Bref, il y a eu tout un ensemble d'informations et de documentation qui ont permis à l'ensemble de ces procédures de progresser, et ça continue. Et ça continue aussi parce que les ONG deviennent de plus en plus professionnelles. L'aventure BMA, elle est la conséquence, en même temps, elle est une induction de la professionnalisation des ONG, parce que il ne suffit pas de dire il y a qu'à. Ce sont des procédures aussi très techniques, qui posent des problèmes juridiques complexes, qui parfois sont aussi très largement sous-estimés. Donc, ça suppose aussi que chaque acteur élève son niveau de savoir, de compréhension pour pouvoir être véritablement en mesure, de façon dynamique, de participer et au débat d'idées et à l'action publique et à l'action collective. Ensuite, deuxième question sur les avoirs criminels. Et monsieur, j'ai pris cet engagement, je crois, à la fin de mon intervention. Il était très net, donc je le réitère bien volontiers. Je ne suis pas décarcassé depuis 10 ans pour faire en sorte que cet argent file aux bénéficiaires qui sont en même temps les délinquants. Il y a une bataille, je l'ai expliqué, je crois, à mener maintenant pour faire en sorte que cet argent revienne au peuple congolais. Et pour l'instant, il n'y a pas un centime d'euro des biens mal acquis africains qui étaient définitivement versés au trésor public. Ça n'est pas vrai. L'argent qui a été saisi, s'agissant de Théodoro Obiang, est saisi. S'il est confisqué définitivement, et la procédure va durer encore 2 ou 3 ans, j'espère que d'ici là, le droit aura apporté des instruments permettant de s'assurer de la restitution de ces avoirs au bénéfice du peuple de Guinée équatoriale. Et si ce n'est pas possible, il peut y avoir aussi des solutions négociées, comme je l'ai évoqué, je crois que tout le monde l'a bien entendu, des solutions négociées ad hoc, des schémas ad hoc, qui passent par l'interposition d'un certain nombre d'ONG, de banques et d'institutions. Donc pour l'instant, rien n'est perdu, et le trésor public n'a pas absorbé un euro des biens mal acquis. Et évidemment, l'idée, c'est que ça n'arrive pas, sachant que les pouvoirs publics français se sont quand même de plus en plus sensibilisés à la nécessité de respecter des fois, pas respecter ce que je leur demande, mais respecter la loi. La loi internationale, c'était la Convention de Véleza qui a fait l'obligation de restituer l'argent saisi. Alors, madame, vous m'avez posé une question très embarrassante. D'abord, cette histoire était très fatigante. J'ai subi 2 salles de menaces de mort, je suis la seule ici, et la situation est évidemment bien plus confortable que de beaucoup d'entre vous. Je ne dis pas ce qui est arrivé à Bruno, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et je dis simplement, je ne te remise pas du tout sur mon sort, j'imaginez bien, mais c'est lourd à porter. Donc je l'ai dupliqué contre Rifat et Assad. Il y a le clan gabonais qui va aussi y passer à un moment donné. Donc moi, ce que j'ai dit à l'occasion de différentes conférences, c'est à nous de prendre le relais. Moi, je ne pense pas d'ailleurs qu'on soit forcément toujours efficace à être dans une espèce de répétition permanente. Il y a les biens mal acquis, c'est devenu une aventure mondiale, il y a d'autres juristes, d'autres avocats, d'autres ONG qui peuvent et qui doivent s'en saisir. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi j'ai invité des amis maliens, des amis tchadiens, ou d'autres pays africains, ou même d'Asie. Donc, il y a bien d'autres initiatives judiciaires à prendre. J'en ai parlé aussi à des amis belges. Qu'est-ce qu'il faut en Belgique? C'est très bien que
y a un patrimoine immobilier en Belgique, il y en a des actions à prendre. Et je ne peux pas tout faire. Et je ne souhaite pas tout faire. Et je pense que, à terme, on se disqualifie, même un peu, on se dilue si on apparaît en permanence comme l'avocat incontournable, l'avocat exclusif d'une cause. Je pense qu'elle doit être partagée et mutualisée entre plusieurs. Autre question. Est-ce que les gens, est-ce que l'effet paradoxal de l'aventure des biens mal acquis, c'est ça? Bien, s'il te plaît. Mais est-ce que ce n'est pas le moment de faire un fonds? Comment est-ce que nous pouvons vous aider? Parce que nous n'avons pas encore de partie civile. Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment pour nous? Alors, que, en plus de Transparency International, l'action de Sherpa, il y ait des coalitions de citoyens congolais, gabonais, qui soit s'expriment publiquement, font du lobby, voire se constituent partie civile, si leur statut, leur ancienneté, leur professionnalisme leur permettent de se constituer partie civile, et ça c'est le juge qui l'apprécie 4 cas, et porte cette exigence de restitution, la réponse est évidemment oui. On en a déjà parlé, évidemment que je vous y encourage. Alors, est-ce que, madame, les kleptocrates aujourd'hui sont plus prudents? Oui, ils le sont. Ça ne veut pas dire qu'ils font moins d'achats, mais sans doute qu'un certain nombre de kleptocrates ou leurs familles font plus attention dans leurs acquisitions, utilisent plus, le cas échéant, d'intermédiaires, où on fait migrer leur argent vers des cieux plus doux pour leur argent. Je pense notamment évidemment à Dubaï, à Hong Kong, mais également à la Chine, qui accueille de plus en plus d'argent sale qui provient d'Afrique. Et donc il y a eu une migration opportuniste de cet argent, comme il y a des acquisitions opportunistes qui se sont déplacées. Néanmoins, il continue à y avoir des acquisitions dans les pays européens, à Londres par exemple. Le Brexit n'est pas une bonne nouvelle pour la lutte contre la corruption, parce que ça va pousser une partie de la City à accentuer l'optimisation fiscale et l'ouverture de Londres à des acquisitions qui pourront se faire par tout un mécanisme juridique qui par ailleurs seront de moins en moins acceptés et acceptables pour toute l'Europe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la lutte contre la corruption et l'argent sale, certainement pas. Donc, il y a encore sans doute des acquisitions qui seront en France de façon beaucoup plus prudentielle. Mais l'effet de l'aggravation de la répression du risque judiciaire, c'est que le grand délinquant adapte sa conduite. Donc les acquisitions se font aussi maintenant de façon encore plus sophistiquée, avec des interpositions encore plus grandes, de coupes russes à travers des paradis fiscaux. L'imagination du délinquant est évidemment sans fin. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je voudrais donc, qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit, réitérer, renouveler, redire avec force, pour ceux qui éventuellement pourraient encore en être dubitatifs, mon engagement de continuer cette affaire jusqu'au bout, si possible jusqu'à la restitution au bénéfice de Congolais et des autres, mais je sais que vous serez avec moi des alliés, des complices, vigilants, amicaux et coopératifs. Voilà. Nous, on a entendu parler de cette convention de retrocession qui date de 1987 entre la France et le Congo. Est-ce qu'il y a une possibilité de... Non, ça ne se jouera pas sur la convention. Non, c'est pour ça Non, ça ne peut pas se jouer sur la convention bilatérale. Le Congo qui ne s'occupe pas du tout de ces questions, c'est une convention sur les assiettes, une convention sur la double imposition fiscale, notamment la question de la restitution, elle est au cœur d'une convention universelle, la convention des Nations Unies de Mérida de 2003. Cette convention a été ratifiée par la France, et la convention bilatérale est totalement étrangère au débat sur la restitution. En tout cas, si jamais il y avait des juristes du ministère des Finances qui s'avisaient de la brandir, je pense qu'ils auraient très peu de chance d'être entendus. Ça peut être rassurant. Donc la Convention des Nations Unies Là, c'est la Convention des Nations Unies qui s'appliquerait si jamais la question des restitutions se posait demain, mais on n'en est pas là, puisque d'abord que ce clan soit condamné définitivement,
et comme ils vont épuiser toutes les cartouches judiciaires, parce qu'évidemment ils crachent sur l'État moral dans leur pays, mais par contre pour utiliser les ressources de l'État moral ici, évidemment ils sont tout à fait exceptionnels. Merci. Maître Youlou, vous avez raison, je pense que Maître Youlou aussi. Vous êtes expérimenté donc, sur ce combat que mènent dans les associations des biens mal acquis. Je peux parler sur le coup, je ne sais pas. Avec vous voulez conclure. Je disais donc Maître Bourdon-Reste parce que Maître Youlou va donc parler sur. moi, dans mon questionnement, c'est la première fois donc je suis ce genre de dossier. Lorsque les organisateurs m'ont invité de participer donc à cette réflexion, j'ai la première question que je dis, demander à ceux qui sont expérimentés. Parce que moi, j'entends parler de bien mal acquis, mais je ne savais pas quels sont les tenants et les aboutissants de ce contentieux. Mais comme tout juriste, mais je le dis en présence donc, de mon confrère, tout juriste a une exigence. C'est un défaut. Il se pose premièrement la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire le bien mal acquis en droit. C'est la question donc, que je voulais poser, puisqu'il a répondu implicitement à mes interrogations. Il dit au départ, ils ont eu des difficultés pour faire avancer ces procédures. Et bien moi aussi, je me suis interrogé avant que je discute avec le président et bien d'autres dans la salle. Qu'est-ce que ça voulait dire le bien mal acquis? Qu'est-ce que nous entendons lorsque nous parlons du bien mal acquis? Alors finalement, dans mes réflexions, je suis arrivé à m'intéresser à ce concept. C'est un concept nouveau. Benjamin a dit, dans les années 60, ce concept n'existait pas. Pourquoi il n'existait pas? Vous verrez dans les conventions que j'ai essayé de rassembler au cours de mon analyse. Deux conventions. Convention de l'Union africaine, élaborée en 2003. Convention des Nations Unies. Même objectif, même objet, élaboré 4 mois après, en octobre 2003. Dans ces conventions, ce sont des conventions qui réunissent des États de l'ONU. Dans ces conventions, on ne parle pas des biens mal acquis. L'infraction est le même. Il parle des agissements, etc., de l'enrichissement illicite, mais il n'y a pas une définition juridique bien mal acquis. Alors donc, quand j'écoutais tout à l'heure Maître Bourdon, c'est les raisons pour lesquelles, et d'ailleurs, je crois que le fondement des difficultés que vous rencontrez est aussi là. Donc les difficultés que vous avez, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez cité monsieur Bianco qui a été condamné, etc. Mais sous quel fondement juridique? Je reviendrai. Sous ce fondement, lorsque sur le fondement de détournement des biens, le fondement de détournement des biens, ça existe depuis, c'est l'article, je ne suis pas ici de citer ton article, puisque nous sommes dans un lieu relativement. Voilà ce qui n'a pas été, ce n'est pas dans le cadre de la qualification juridique qui a été donnée, en tout cas, la qualification juridique qui a été donnée n'était pas celle de bien mal acquis. Ils ont pris, il a dit, de certaines tournures pour y arriver effectivement au saisie de certains biens. Alors donc, notion sociologique, notre concept nouveau, mais les agissements, en effet, sont les mêmes. Le comportement des hommes et des femmes qui soustraient ces biens dans ces pays est le même. Le comportement, il est condamnable. Alors, nous avons un dispositif, nous avons un arsenal juridique qui est là, et j'ai dénoté dans ce arsenal juridique un certain nombre de défaillances. Il est là, en fait, il y a une expérience en la matière. J'ai noté dans le cadre de l'affaire que nous disons de mal acquis, un certain nombre de défaillances, notamment, d'abord, de défaillances au niveau conceptuel. Le droit, il n'existe aucune jurisprudence, et je le dis en présence de nous, il n'y a aucune jurisprudence qui définit exactement le mal acquis. Il n'y a aucune définition juridique, à part qu'il y ait, vous trouverez dans vos recherches une définition académique. Nous ne sommes pas au milieu académique, nous sommes dans un milieu, nous sommes dans le cadre du droit pratique.
Je disais qu'il y a un dispositif qui existe. Et ce dispositif, ce que j'ai dénoté, est défaillant. L'affaire de Guémalaki, notamment, l'affaire de Guémalaki, notamment, à mon avis, a démontré un certain nombre de défaillances. Les défaillances sur les contrôles, etc., etc. Voilà. Il y a un certain nombre de défaillances, mais ce n'est pas parce qu'il y a ces défaillances qu'il n'y a pas de poursuite, il n'y aura pas droit de poursuivre. Oui, mais je termine, je vais à l'essentiel, parce que j'aurais bien voulu que nous débattons. C'est ça aussi qui pose ces difficultés. Ces défaillances posent aussi le problème de l'applicabilité de ces textes. D'où les juges, dans certains cas, ils refusent les plaintes. D'où les juges, dans certains cas, ils classent les dossiers sans suite. D'où ils n'ouvrent pas un certain nombre d'informations, etc., etc. Alors, donc, comment faut-il faire? C'est le genre de cercle. Là, je soutiens tout le monde de mutualiser en effet ces efforts, parce que tout le monde doit s'approprier le droit. Le droit n'appartient, moi j'ai toujours dit que le droit n'appartient pas aux juristes de formation. Le droit appartient à tout le monde. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont ici, etc., au Congo, de ce que, dans le cadre de la recherche, ceux qui jugeaient au Congo dans les années dans les années 1900, ce n'était pas des juristes de formation, c'était un notable du droit. J'ai terminé là. Je vais vraiment à l'essentiel parce que j'avais un certain nombre d'interrogations et aussi d'ouverture que j'avais. Alors donc, ce n'était pas des juristes de formation. Les juristes sont venus, et ceux qui ont écrit d'ailleurs sur le droit et le fonctionnement en Afrique, ce n'étaient pas des juristes de formation. En général, c'était des missionnaires. Alors, moi, je pensais que, en effet, il faut des juristes et des non-juristes se mettre ensemble pour pouvoir effectivement déboulonner, parce que en face, de la même façon dont vous réunissez pour faire des cercles, en face aussi un grand syndicat qui est là. Donc, ce que M. Bon a dit, ce syndicat, il est là aussi pour contrecarrer tout ce que nous faisons. Nous avons toutes les initiatives que nous allons essayer de prendre. Donc j'irai vraiment à l'essentiel, mais j'apprécie vos initiatives. Pourquoi? On m'a posé la question, c'est madame qui m'a posé la question au téléphone. Il m'a dit, mais quel est le mécanisme juridique qui protégerait les associations de lutte contre les biens maladies? Quelle association? Si j'étais au Congo, en tant qu'avocat, je prenais les moyens du Congo. Je suis visionnaire de droit congolais. À ce jour, là aussi, j'ai donné une défaillance internationale. Ces associations sont dans le même registre que toutes les associations qui luttent dans le cadre du droit de l'homme. Mais ils n'ont pas les moyens juridiques. Est-ce que nous avons dans la salle le cas de M. Barreau, le cas de M. Nitou, qui ont subi des violences? Quel droit faut-il utiliser? La CPI n'est pas aussi compétente jusqu'à présent. On constaterait que la CPI n'a pas, il n'y a aucune plainte qui a été diligentée à la CPI contre les crimes économiques. On constaterait les crimes d'aujourd'hui, ce sont des crimes contre des guerres, etc. Donc là, il y a aussi une certaine faiblesse. Voilà, il y a une certaine faiblesse. Donc c'est, moi, à mon avis, il faut... Comment? Oui, alors je donne la parole à M. Baudon, excusez-moi. Oui. Je suis désolé, je dois filer, je vous salue. Juste vous dire que, évidemment, l'expression de Guémalaki est une expression générique, c'est un acronyme, BMA, qui d'ailleurs s'est mondialisé, et tant mieux. Le droit est venu au secours de toutes ces procédures. Il y a un délit qui s'applique parfaitement à ce qu'a fait le France Institut des Sceaux. C'est quoi un délit? C'est un délit de blanchiment. C'est-à-dire d'utiliser, à partir d'une infraction source, qui est le détournement d'argent public, qui est l'abus de bien social, qui est l'abus de confiance, d'utiliser les moyens de paiement dans une infraction qu'on appelle une infraction source, pour effectuer une opération d'investissement, de placement en France. C'est comme ça que les grands narcotrafiquants sont aussi poursuivis pour justement faire en sorte que
ils ne soient pas récompensés dans leur astuce et dans leur habilité. Donc le droit vient au secours des biens mal acquis. Il n'y a pas de défaillance du droit par rapport aux biens mal acquis. Il y a, s'il y a des défaillances, c'est sur 2 points que je tiens là-dessus, c'est dans l'obligation de vigilance d'un certain nombre de banques qui auraient dû, évidemment, depuis des années, refuser de prêter leur concours, voire même des notaires, à des opérations, parce qu'il y avait toutes les apparences d'opérations de blanchiment. Ça, vous avez raison. Et puis, par ailleurs, vous parlez des associations. Il n'y aura pas de progression dans cette aventure qui n'est pas simplement congolaise, mais qui doit être africaine, qui doit être mondiale, bien mal acquis, s'il n'y a pas une responsabilisation croissante des acteurs de la société civile, s'il n'y a pas des ONG de plus en plus professionnels, de plus en plus techniques, qui maîtrisent de plus en plus ces outils. Voilà, donc je vous y encourage le plus possible, et vous avez toute mon amitié, et pas simplement dans le cadre de l'aventure bien mal acquis. Voilà, merci, à bientôt, bonne soirée. Moi, je te raccompagne même pas. Non, c'est sûr, parce que c'est comme les femmes. Non, c'est pas grave. Ce qu'il y a, non, ce qu'il y a, Au revoir, bientôt. S'il vous plaît, mes chers compatriotes, moi j'ai tout simplement un mot à dire. Je pense qu'il faille qu'on change l'organisation. Hein, nous allons parler, on a fini de parler, et puis on va se lever, puis on est parti. Je n'ai jamais vu l'utilité de ces choses-là. C'est pour ça que je pensais plutôt que les suggestions que les gens avaient à faire auraient pu être mis dans un tiroir quelque part pour à la fois les prendre. Parce que là, qui a noté quoi, qu'est-ce qu'on a retenu, c'est tellement long. Je regrette un peu ça. Et puis cessons de pleurnicher. Dieu ne nous a pas donné les yeux seulement pour pleurer, non. C'est pour voir. Dieu ne nous a pas donné les oreilles seulement pour entendre. Aujourd'hui, nous avons tout entendu. Nous savons ce qui se passe dans nos pays. Nous sommes victimes. Nous avons vécu ça. Arrêtons de revenir sur ce que nous connaissons. Je pense que désormais, ce qu'il y a à faire, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous? Et je lance un petit appel comme ça. Je souhaite que, puisque les structures ici existent, puisqu'il y a des associations qui existent, mais retrouvez-vous en intimité les associations qui peuvent se retrouver entre elles et nous faire des suggestions. Qu'est-ce qu'on fait? Dialoguer, il y en a qui ont dit dialoguer avec la dictature, il y en a qui ont dit peut-être même aller à une élection avec les dictateurs, il y en a même. Retrouvez-vous en association seule pour suggérer ce qu'il y a à faire. Par contre, n'oublions pas que les autres peuples qui ont connu ce que nous avons connu, pas d'eau, vol, assassinat, ont eu le droit de se révéler. Merci beaucoup. Alors, donc, voilà ce que vient de nous dire le général Mbaou. Et maintenant, nous allons continuer avec... Moi, je suis dur. On ne peux continuer que lorsque vous me posez des questions.
les observations allaient effectivement, j'ai du temps à soulever un certain nombre d'interrogations par rapport à notre temps et dire à certains d'autres dans la salle. Aujourd'hui, si vous voulez que je dise quelque chose là à l'instant, je ne peux parler que sous forme de questionnement que vous posez, mais je l'ai exposé, mes observations sont terminées. J'aurais bien voulu. Merci. C'est ça. Voilà, donc là maintenant, nous sommes à la fin. Merci à tout le monde, merci d'être venu. Et je laisse le soin à Roland et tout de vous dire au revoir alors qu'il n'a pas pu, à cause du calendrier, vous dire bienvenue. Voilà, merci. Voilà. J'aurais voulu le dire. Merci d'avoir répondu à votre invitation. C'est bien, c'est un grand plaisir de se retrouver comme ça. Les frères de la Guinée-Équatoriale sont partis et ceux du Gabon aussi, mais bon, un grand merci. Donc, nous, l'association de la Guinée, avec la sœur Sédou Morel, nous avons eu l'idée de faire cette conférence. En tout cas, merci.